Le marché des cryptos est totalement à plat. On a vu Bitcoin a pas bougé depuis quelques jours. Il s'est réveillé un petit peu, on va en parler juste après. Les altcoins, quant à eux, sont en total désespoir. Beaucoup de capitulation, on le voit directement aussi sur le sentiment. Beaucoup de peur s'est installée sur le marché des cryptos. Est-ce que c'est réellement la fin de ce marché haussier? Est-ce que c'est la période dont on a besoin pour aller chercher plus haut? C'est la question à laquelle je vais essayer de te répondre aujourd'hui. Et je pense que d'ici la fin de cette vidéo, tu auras les cartes en main pour avoir un avis précis. En tout cas, n'oublie pas que ce n'est pas un conseil financier. Tu es libre de faire tes propres décisions. Et comme toujours, on commencera avec les actualités du marché où on verra pas mal de choses très intéressantes. Le sentiment du marché aussi très intéressant. On va regarder ça avec attention. La macroéconomie qui est aussi un domaine hyper important pour les marchés financiers. Et on finira directement sur les graphiques où je t'ai pris 5 altcoins qui pour moi sont très intéressants, qui tiennent bien les corrections et qui pourraient être de bons potentiels candidats pour la suite. Comme toujours, si tu veux rejoindre gratuitement notre Discord, tu as le lien dans la description. Tu as aussi le QR code qui s'affiche ici pour avoir accès à la formation gratuite. Et si mes vidéos te plaisent, abonne-toi, mets un like, ça nous aide beaucoup à nous développer et je t'en suis très reconnaissant. Allez, on commence directement avec le gros FUD de la semaine autour du président argentin qui a lancé son meme coin, qui au final a l'air de s'être fait un petit peu arnaquer par Kelsier Venture. Donc c'est une genre d'entreprise qui lance des meme coins à l'appel et ils auraient récolté plus de 100 millions de dollars de ce lancement-là. Donc clairement, on est sur quelque chose de assez néfaste sur le côté memecoin. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails aujourd'hui là-dessus, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais en tout cas, je vous invite à aller regarder le dernier live du Coin Academy qui en a parlé et qui franchement est très intéressant là-dessus. C'est vraiment une dinguerie de voir tout ça. Et ça nous fait vraiment prendre conscience du danger des memecoins. J'en parlais déjà la semaine dernière qu'il fallait faire vraiment très attention aux memecoins. Par exemple, il y avait Kanye West qui avait été contacté pour lancer son propre memecoin pour scam les gens. Et là, on voit clairement ce que ça peut donner avec Libra qui a été lancé, qui au bout de 3 ou 4 heures, je crois, a rug totalement tout le monde. Donc fais bien attention et évite ce genre de projet. Sinon, au niveau des bonnes nouvelles, on a la Banque de Montréal qui a commencé à investir en Bitcoin et qui a donc déclaré 150 millions de dollars dans les ETF Bitcoin. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit que en termes d'institutions, ça continue à accumuler du Bitcoin et on n'a pas fini avec le Canada parce que The National Bank of Canada et Bank of Montreal, donc toujours la même, aussi investi dans MSRTR. Donc c'est directement l'entreprise de Saylor Strategy et qui donc ont plus de 500 millions de dollars dessus. La National Bank a 500 millions de dollars dessus et la Banque de Montréal a 790 millions de dollars. Donc ça fait vraiment une grosse exposition à Bitcoin via stratégie. Donc c'est plutôt intéressant de voir que partout dans le monde en fait ça achète du Bitcoin en termes d'institutions. On n'a pas vu pour l'instant en France, pas de Société Générale, pas de BNP Paribas ou quoi que ce soit, donc c'est dommage, mais en tout cas on peut voir que ça continue à se faire adopter. Au niveau de l'État du Michigan, on peut voir que le projet de loi il commence à rentrer en place petit à petit et qu'ils veulent investir 10% des fonds publics dans Bitcoin, mais pas que, donc intéressant de voir ça, ça fait vraiment un bon pactole dans les cryptos. Donc c'est quand même très positif pour le marché crypto en général. Au niveau de tous les États par contre, ce qu'on peut voir c'est que Van Eck, ils ont fait une liste de tous les États qui pourraient investir dans Bitcoin, combien ils pourraient investir. Là on peut voir que par exemple dans l'Oklahoma ils pourraient mettre 10% d'investissement et qu'au total ça ferait plus de 23 milliards de dollars, donc ce qui ferait quand même une très grosse somme. Donc lorsque tout ça rentrera en vigueur, ça fera sûrement une grosse pression acheteuse. Et donc au cours actuel c'est environ 247 000 BTC nous dit Bitcoin News. Donc c'est plutôt intéressant de voir tout ça. J'entends de voir un petit peu où est-ce que ça en sera. Pour l'instant c'est toujours en discussion et on va voir ça dans les prochaines semaines. On a aussi la banque anglaise Barclays qui possède 131 millions de Bitcoin dans les ETF. Donc là aussi, on peut voir que partout dans le monde, on continue à accumuler du Bitcoin. Et donc, comment être bearish face à ce genre de choses? Tout le monde accumule du Bitcoin, en tout cas toutes les institutions. Et ça revient vraiment un petit peu à ce que je disais la semaine dernière, c'est que en termes de sentiment, on a les institutions qui accumulent du Bitcoin, de l'Ether aussi, de plus en plus, alors que les retail, eux, qui sont trop investis sur les altcoins, sont en panique. Donc c'est quand même assez marrant de voir cette grosse différence de sentiment. On a aussi un fonds souverain à Abu Dhabi qui a investi dans les ETF Bitcoin à hauteur de 436 millions de dollars. Donc c'est vraiment le monde entier qui est en train de FOMO sur Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Et d'après Bernstein, on pourrait voir que dès que la réserve US de Bitcoin sera acceptée, tout le monde va commencer à rentrer dans ce FOMO général entre nations en tout cas pour acheter du Bitcoin. Et bon ça on en a parlé déjà plusieurs fois
Donc ça paraît assez logique et on attend vraiment de voir quand c'est qu'on aura une réponse par rapport à la réserve stratégique de Bitcoin. C'est censé arriver d'ici 90 jours maximum d'après ce que j'avais lu. Maintenant, on verra si ça sera réel ou pas. En tout cas, je pense qu'on n'est pas prêt par rapport à tout ce qui pourra se passer lorsque le monde entier va se ruer sur Bitcoin. Et ça pourrait tellement en fait être la narrative qui pousse Bitcoin à des nouveaux sommets, voire même à aller chercher du 200 000, avoir un FOMO des pays. Moi, je pensais pas qu'on pouvait l'avoir dans ce cycle-là, mais plus je vois ce genre de news arriver, et puis je me dis quand même que ça serait quand même une possibilité. Donc on verra dans les prochaines semaines, on va continuer à en parler, mais c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Au niveau des paiements de FTX, donc là, on a commencé aujourd'hui à avoir des remboursements d'après ce que j'ai pu lire. Donc c'est que des sommes en dessous de 50 000 $, donc entre guillemets des petites sommes. Et à partir du prochain trimestre, on aura toutes les sommes au-dessus des 50 000 $. Donc petit à petit, il va y avoir de plus en plus d'argent qui vont être distribués. Tout va se faire en cash, donc en USD, j'imagine, sur je sais pas sur quelle plateforme. Pour ceux qui ont des problèmes avec FTX, ils doivent être au courant. Et au total, on devrait avoir entre 11 milliards et 13 milliards de distribués, donc ça fait quand même une très belle somme. Si on prend en compte qu'une grande majorité refinira sur le marché crypto, puisque c'était déjà investi en crypto, ça pourrait faire pas mal de liquidités qui puissent pumper un peu le marché. En plus des États américains qui pourraient investir 23 milliards, finalement, on commence à avoir pas mal de bons signes par rapport à tout ça. Également, on a un airdrop au niveau de OpenSea qui devrait arriver dans les prochaines semaines et qui sera rétroactif, donc qui prendra en compte l'activité des utilisateurs lors du dernier bullrun. Donc dans le Discord, on a Moder qui en parle assez souvent, qu'il a pas mal farmé avec les NFT, avec ses bots de trading, etc. Donc n'hésite pas à venir poser des questions par rapport à tout ça en commentaire. Également, on a 21 Shares qui propose le staking pour Ethereum dans les ETF. Donc là, ça va être quelque chose qui va devenir de plus en plus huge, de pouvoir posséder un ETF Ethereum et de récupérer des récompense de staking, donc ça va être comme un dividende au final d'une entreprise, et ça va être très très intéressant pour les investisseurs, et c'est peut-être aussi la raison de pourquoi il y a pas mal de gens qui s'intéressent à Ethereum récemment, notamment sur les ETF. Au niveau d'ailleurs des ETF, on peut voir que cette semaine ça a été beaucoup plus calme. Alors hier on était férié, et aujourd'hui je pense pas qu'on ait les résultats, donc on n'a pas de résultats depuis la fin de la semaine dernière, et on a eu pas mal de sorties et très peu d'entrées sur Bitcoin, donc disons que c'est assez flat, pas trop d'activité. Mais bon, on l'a vu sur les graphiques, hein, c'est resté quand même très très plat. Donc rien à signaler par rapport à ça. On reparlera de tout ça la semaine prochaine. Au niveau d'Ethereum, même constant en fait. On n'a vraiment pas du tout bougé. C'était vraiment très très flat. Donc rien à signaler aussi. Au niveau de la tendance, là on peut voir que pareil, en fait, on est toujours calmé sur Bitcoin. On a une belle hype forcément en novembre-décembre avec Trump qui est arrivé au pouvoir. Puis ça se calme pas mal. Et par contre, sur la crypto, on est toujours sur quelque chose d'assez stable en fait. Donc, pas mal de gens s'y intéressent. Donc, à mon avis, ça doit commencer à rentrer petit à petit sur le marché. Ça se fait calmer également parce que bon, le marché n'est pas très gentil en ce moment. Mais en tout cas, en termes de sentiments par rapport à Google Trend, j'ai rien ajouté par rapport à ce que je disais la semaine dernière. Avec toute cette hype qu'on va pouvoir avoir, avec notamment un FOMO des pays, etc., je m'attends à avoir une grosse hausse d'intérêt plus forte que 2021, parce que là ça va être vraiment huge quand les États-Unis vont annoncer qu'ils investissent en Bitcoin, parce que moi je suis pratiquement sûr à 90% minimum qu'ils vont accepter, c'est obligé, ils n'auraient pas fait tout ce cirque-là si c'était pour refuser, donc on verra ce qu'ils en disent, hein, mais en tout cas je pense que lorsque ça va se passer, ça va faire vraiment beaucoup de bruit, et là on pourrait peut-être avoir un signe de top dans les prochaines semaines qui suivent ça, ou alors directement sur la nouvelle. Au niveau de Buy Crypto et Buy Bitcoin, on peut voir que ça se stabilise aussi, on avait une petite hausse à partir de novembre-décembre, ça se stabilise sur Buy Crypto et ça descend un petit peu sur Buy Bitcoin. Comme on peut le voir avec celle d'avant sur crypto, au final on peut voir que ça se stabilise également sur Buy Crypto, donc c'est plutôt intéressant. En termes de comparaison sur le cycle précédent, on est beaucoup plus bas, beaucoup moins d'intérêt sur d'acheter de la crypto, donc est-ce qu'on est vraiment sur un top de marché maintenant alors qu'on n'a pas eu cette méga euphorie, cette verticalité? Je ne pense pas, en tout cas personnellement. Là on peut voir que 2007 c'était vraiment le cycle de Bitcoin, et là ça va être plus le cycle sûrement des cryptos en général, surtout quand Bitcoin aura vraiment atteint de gros sommets. Au niveau du Fear and Greed, on peut voir qu'on est sur du neutre depuis à peu près une semaine. Ouais, un peu plus d'une semaine même. Donc ça prouve que le marché s'est pas mal calmé. On a beaucoup moins d'euphorie. Je sens que le mois dernier, on était dans une extrême euphorie. Et on peut le voir également ici que ça stagne pas mal en bas. Donc ça, c'est plutôt positif en tout cas pour aller chercher plus haut. Et clairement, si tu regardes août, septembre, avant qu'on explose un petit peu
en fin octobre, début novembre, eh bien, tu peux voir qu'on était vraiment dans un sentiment qui était assez neutre, voire souvent dans la peur également. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder ce type de sentiment pour aller chercher plus haut. Donc, pour l'instant, c'est plutôt encourageant en tout cas. Maintenant, à voir combien de temps ça va durer. Ça peut durer assez longtemps. Au niveau des liquidations, alors c'est marrant parce que tu vois, j'ai pas actualisé encore la chart. Donc, on voit qu'il y a pas mal de liquidations à aller chercher en dessous. Et depuis, BTC a un petit peu corrigé. Donc, je vais actualiser rapidement. En réglant tout ça, normalement, on devrait voir qu'il y a eu quand même quelques petites liquidations. Tu vois, qu'on est rentré là dans cette zone. Et voilà, ce que j'allais te dire, c'est qu'on a une zone avec pas mal de liquidités à aller chercher. Tu vois, on a déjà dû liquider une bonne dizaine de milliards. Et ce sont sûrement des gens qui sont placés en long en se disant, ok, c'est bon, on va repartir. Et donc, ça serait pas bête de venir les liquider. En tout cas, peut-être même venir chercher un peu plus bas que ces 91 000. En tout cas, c'est même celle que je te disais la semaine dernière. On a cette poche de liquidité ici qui est prête à aller être cherchée de toute manière. Donc ça peut vraiment faire effet aimant là-dessus, venir liquider tout ça avant de repartir, ce serait également quelque chose de positif. Maintenant, si tu regardes aussi dans le passé, on peut voir que ici on est parti alors qu'on avait aussi de belles poches de liquidité qui étaient en dessous. Donc on peut très bien aussi partir sans. Ça, c'est vraiment le marché qui a décidé. On n'a pas vraiment d'indice particulier. En tout cas, bon, là qu'on est parti, c'est qu'on a quand même aussi beaucoup plus de liquidité à aller chercher au-dessus. Donc, ce qu'on veut voir, c'est vraiment de la liquidité aussi qui s'accumule au nord. Et on peut voir que ça commence également à se faire ressentir. Donc, pourquoi pas voir une grosse bougie impulsive si on a de plus en plus de liquidité qui s'approche du nord. Pas mal de gens qui short comparé à des gens qui long. Donc, ça affaire à suivre, mais ça me paraît quand même assez intéressant. Mais on est toujours dans un entre-deux où on ne sait pas trop. Au niveau des funding rates, ben là, il n'y a pas grand-chose à dire, on n'est pas en surchauffe, donc on peut le passer rapidement. Au niveau de la macro, donc cette semaine, c'est assez calme en fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à part vraiment un meeting du FOMC, donc on peut voir ce qu'ils vont dire. On a des membres de la Fed qui vont aussi parler, qui ont même déjà parlé, mais bon, si on n'en a pas entendu, c'est que ça n'avait pas beaucoup d'impact et que c'était pas hyper intéressant. Maintenant, j'irai faire quelques recherches quand même. Et c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. On a ça qui pourrait être intéressant pour voir un petit peu le marché de l'immobilier. Concrètement, l'inflation en Angleterre, moi j'ai envie de te dire qu'on s'en fiche un petit peu, pas les trucs les plus importants. Donc vraiment, ouais, ça va être demain, 19h, de voir que va dire le FOMC. Et sûrement que s'il y a des choses intéressantes, on en parlera la semaine prochaine. Au niveau des taux d'intérêt, donc là, on est toujours sur quelque chose d'assez identique à la semaine dernière. On peut voir qu'on n'aura sûrement pas de baisse des taux, en tout cas le marché l'anticipe comme ça en mars, ni en mai, pas non plus en juin, et potentiellement en juillet, mais c'est clairement du 50-50, c'est assez kiff-kiff, bon 43-42, mais bon ça veut clairement dire que le marché ne sait pas trop. Et par contre, en septembre, on devrait au moins avoir une baisse des taux d'ici septembre. Donc moi je m'attendais à peut-être une baisse des taux d'ici mai. Mais potentiellement, avec ce que j'ai lu sur la macro, on pourrait ne pas en avoir besoin. Peut-être qu'on aura la Fed qui va ralentir le quantitative tightening. Ça, on en parlera sûrement dans les prochaines semaines quand on va se rapprocher du FOMC qui est le 19 mars. Donc, ça sera vraiment peut-être une date fatidique pour voir un petit peu comment se comporte le marché, comment la Fed le ressent et quelle sera la lignée à suivre lors des prochains mois. Au niveau de l'inflation, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler depuis la semaine dernière. On a une inflation à 3% alors qu'on s'attendait à 2,9%. Et une inflation core CPI qui était à 3,3 alors que ça s'attendait à 3,1. Donc core CPI, ça veut dire que ça va enlever quelques secteurs de l'inflation qui sont beaucoup trop volatiles. Donc c'est pas très positif, on a une inflation qui repart, mais peut-être que les datas de la Fed sont en retard et on va le voir juste après. En tout cas, le marché, lui, il l'a pas anticipé, il l'a pas pris vraiment mal en tout cas. On peut voir qu'il y a eu une petite correction, mais c'était minime. Donc ça va. Ça a été plutôt bien pris par le marché. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup pire. Et au final, on s'en sort plutôt bien. Au niveau de l'inflation PPI, pareil, on a une inflation qui re-augmente. Pareil que pour le CPI, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Et donc, que disait Powell lors de son dernier passage, c'est que l'inflation, elle a continué à remonter et qu'elle est toujours un peu trop élevée. Mais qu'à côté de ça, le marché du travail, lui, est en train de stabiliser. Donc, ça pousse la Fed à rester sur leurs décisions et de voir un petit peu jusqu'à qu'ils aient un peu de baisse sur l'inflation, que tout est sous contrôle et qu'ils peuvent continuer à baisser les taux par exemple pour vraiment essayer de chercher ce taux neutre qui va signifier que la croissance peut continuer à augmenter sans vraiment refaire partir l'inflation. Et donc ça serait vraiment le taux idéal pour avoir une bonne croissance du marché. Par contre, au niveau de Trueflation, on peut voir qu'on est à 2,33%. Donc là, c'est l'inflation qui est plutôt mesurée en temps réel. Et donc, si on fait une comparaison, si on regarde en janvier, on était effectivement aux alentours des 3%. Mais vu que la Fed, eux, calculent ça
un peu tous les mois, alors que Trueflation, on a des résultats vraiment tous les jours, toutes les semaines, eh bien, ils sont peut-être en retard par rapport à ça. Ou au final, eh bien, si on a du retard, ça voudrait dire que la prochaine fois qu'on aura des résultats sur l'inflation, on devrait avoir quelque chose qui a bien baissé comparé aux attentes. Peut-être s'attendre à avoir du 2,6, du 2,5 potentiellement. On verra tout ça prochainement, mais ça donne un peu d'espoir par rapport à l'inflation et potentiellement le marché pourrait par la suite anticiper le fait qu'on baisse les taux beaucoup plus tôt. Et par contre, là où Trueflation montre quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est que comparé au bond du trésor américain à 10 ans, eh bien, on aurait également aussi un petit peu d'avance parce qu'à chaque fois que l'inflation a bien baissé, eh bien, forcément, les taux à 10 ans sont aussi partis à la baisse. Et si les taux à 10 ans partent à la baisse, eh bien, forcément, les investisseurs n'ont pas intérêt à stocker leurs dollars dans ces actifs puisque le rendement baisse et donc ils vont avoir envie d'aller chercher plus de risques et en voulant dire chercher plus de risques, ça veut dire investir sur des actions, investir sur des cryptos. Donc tous les assets à risque pourraient être assez profitables par rapport à tout ça. Donc là, j'ai envie de te dire que c'est plutôt une affaire de quelques semaines, même en termes de macro, en termes de liquidité, on en reparlera vraiment beaucoup plus sûrement la semaine prochaine, mais il y a de belles choses qui semblent se préparer, donc je te prépare une petite émission, on va dire spéciale liquidité dans les marchés. Ils sont maintenant avec les graphiques. On va repartir sur du Bitcoin en monthly. Donc pour l'instant, on est toujours sur ce support qui est en train de se consolider. Rien à signaler par rapport à la semaine dernière. On va descendre un petit peu. En weekly, on peut voir qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire non plus. On est vraiment dans ce range. On pourrait tracer directement ici, entre là, hop, et ici. Donc tant qu'on ne va pas vraiment chercher une solution de sortie, que ce soit à la baisse ou à la hausse, ben, on va rester là-dedans et on va venir vraiment taper en bas, remonter en haut, etc., etc. Donc là, par rapport à ça, rien à dire sur BTC, on est vraiment bloqué là-dedans et on attend de voir ce que ça va donner. Maintenant, sur du court terme, eh bien, on peut voir qu'on est vraiment bloqué sous cette trendline. On est quand même aussi au-dessus de celle-là, donc c'est pas si moche que ça. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est vraiment une cassure. Et là, potentiellement, ça va de venir essayer de rebondir là avant de venir casser, se rappuyer pour essayer de repartir. Mais personnellement, je n'exclus pas le fait qu'on puisse continuer à baisser, venir chercher cette zone-là dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, où il y a pas mal de liquidité avant de revenir à quelque chose de vraiment très rapide, se rappuyer, rechercher ce support-là avant de repartir. Ça permettrait vraiment de liquider pas mal de personnes, de laisser pas mal de gens sur le carreau. Et ça serait vraiment quelque chose d'assez positif et d'assez simple pour le marché, même si ça peut nous faire souffrir sur le court terme. Donc attention à ça. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Là, on a BTC qui imprime une belle bougie. On repasse en dessous des 94 000 $. On n'a pas clôturé en dessous depuis un moment. Donc, à voir ce qu'on saura ce soir. Tout simplement. Au niveau d'Ethereum, on peut voir que hier, on avait une belle relance en mode est-ce que Ethereum commence à superformer BTC? Finalement, non. On a une belle bougie qui va ravaler tout ça. Donc, c'est potentiellement un signe qu'on pourrait revisiter les bottoms. Et donc, ce serait pas hyper positif non plus. Mais comme je te disais, il faut vouloir vraiment qu'on vienne casser cette ligne orange ici qui fait office de résistance et qu'on se rappuie dessus en support. Tant qu'on n'aura pas ça, ce sera pas hyper positif pour Ethereum non plus. Mais bon. Tant que Bitcoin ne se porte pas à merveille, tout le reste des altcoins aura du mal à progresser. Au niveau de Solana, eh bien, on a une belle chute aujourd'hui et même depuis quelques jours. Et c'est aussi à cause de tout ce FUD autour du meme coin lancé par Javier Milei et tout ce FUD aussi autour de cet écosystème qui finalement qu'est-ce qu'il apporte à part des meme coins? Bonne question. Pour l'instant en tout cas on reste sur un retest de cette trendline qui est assez bonne. Tant qu'on ne viendra pas casser en dessous ça devrait aller, sinon on pourrait venir chercher beaucoup plus bas. Pour l'instant on essaye de casser mais c'est pas encore hyper concluant. Donc personnellement j'aimerais bien qu'on ait une petite remontée sur Solana si on veut pas venir chercher des plus bas. En tout cas, le prochain support, il sera à 154 $. Et comme je te disais, tant qu'on ne viendra pas casser les 200 $ pour se rappuyer dessus, ben, on aura du mal à venir chercher un nouvel atterrage. Donc clairement, ce qu'on veut voir, c'est vraiment un rebond ici, recasser cette trendline, peut-être se rappuyer un petit peu dessus tranquillement. Et surtout casser ici pour repartir. Mais tant qu'on n'a pas ça, eh bien, on pourrait aller chercher beaucoup plus bas si je modifie. Hop. On peut voir qu'on est en train de casser la Golden Pocket de ce mouvement. Donc, prochaine étape, ça sera les 157 $. Hein, si on ne s'appuie pas là-dessus, ça va être peut-être aller chercher plus bas, 140 $. Ce serait aussi une possibilité. On a un support qui s'est formé ici. Donc, voilà, Solana, c'est pas hyper positif. Mais en tout cas, si tu as du stable pour DCA dessus, ça peut être aussi une solution. En tout cas, si tu penses que le marché a encore beaucoup de choses à montrer. Ça, on verra à la fin. Et ensuite, on va voir 5 altcoins que je t'ai réservés qui, pour moi, me semblent être les altcoins les plus solides
de l'écosystème et qui tiennent plutôt bien. En premier, on a Hondo qui est donc le leader des RWA que tu connais certainement et qui pour l'instant est toujours sous cette trendline baissière. Il est en train de venir rechercher son bottom. Maintenant, ce qu'on veut ne pas voir forcément, c'est venir casser ici, car s'il casse ici, il pourrait largement venir chercher beaucoup plus bas. Au moins déjà ici, clairement, pourquoi pas, avant peut-être de repartir, mais aussi, pourquoi pas, revenir chercher ce support ici sur du long terme, se rappuyer dessus, avant de repartir. Maintenant, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, j'ai pas de boule de cristal, mais en termes de localisation, ça reste une première zone qui est intéressante pour du DCA. Donc à toi de voir ce que tu as envie d'en faire. Au niveau de Tao, en fait, on est en train de suivre exactement ce que je te disais la semaine dernière. Donc tant qu'on ne cassera pas cette trendline baissière, il n'y aura pas de relance haussière tout simplement. Et que pour l'instant, on va continuer à s'affaler dans la Golden Pocket. Donc pour l'instant, on a un bottom qui a été ici à 236 $. Je doute qu'on revienne en chercher, à moins qu'il y ait une grosse peur sur le marché. Maintenant, on peut très bien venir s'en rapprocher. Mais ce qu'on aimerait voir, c'est toujours garder ce plus bas de plus en plus haut. Donc il faudrait au mieux ne pas casser les 309 $. Maintenant, à voir ce que fera Tao. En tout cas, pour l'instant, il est plutôt résilient comparé aux autres qui ont beaucoup plus perdu. Au niveau de AI6NZ, là on est sur quelque chose d'assez intéressant. On peut voir que ça suit pas mal ma deuxième courbe. Ça, je t'en ai parlé, ça doit être par ici, sûrement mi-janvier, où je te disais que idéalement on vient dans la Golden Pocket, mais qu'on pourrait très bien aussi aller plus bas et commencer à range comme ça. Donc clairement, pour l'instant, on est en train de suivre parfaitement cette pattern. Est-ce que le bottom a été trouvé ici? On aimerait beaucoup. On aimerait beaucoup, en tout cas, c'est le leader des agents autonomes. C'est celui qui va vraiment permettre à tout cet écosystème de se développer. Donc, ça reste un projet intéressant et commencer à descendre directement par ici, c'est une très bonne solution. À toi de voir, bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement. Au niveau de AVE, donc là, on a le leader de la DeFi. Donc là, cette fois-ci, je t'ai pris que des leaders RWA. IA, agent autonome et maintenant de la DeFi. Et donc, on peut voir que depuis son sommet, il a pas mal retracé, il est venu chercher une seule fois la Golden Pocket et que depuis, en fait, il a l'air de bien consolider au-dessus et au-dessus des 0,5. Donc on voit qu'il y a un support ici qui se tient. Maintenant, à voir si on arrive à conserver ici, mais si on n'arrive pas à conserver, revenir chercher cette Golden Pocket pour commencer à accumuler dedans, ça pourrait être vraiment très très intéressant. Voilà. Maintenant, on pourrait très bien ne pas rentrer dessus aussi. Donc pourquoi pas commencer à DCA. Maintenant, c'est à toi de faire tes propres décisions. En tout cas, c'est plutôt pas mal. On peut voir que on est toujours également sous cette trendline baissière, un peu comme tous les actifs dans tous les cas. Hein. Dans tous les cas, tant que BTC n'arrivera pas à repartir, j'ai envie de te dire que ça va vraiment rester quelque chose d'assez identique sur tous les altcoins et dont certains qui prendront beaucoup plus cher que d'autres. Au niveau de SUI, donc là, on peut voir que c'était un bon leader de cette dernière hype, on va dire. Il est plutôt bien parti à partir de août. On a une belle correction, on voit qu'il y a quand même pas mal de résilience alors que tu as pas mal d'altcoins qui ont perdu beaucoup plus en termes de pourcentage. Là ici sur SUI, on est sur du au moins 45%, certains sont à moins 80, moins 90%. Donc cette preuve de résilience montre quand même que SUI a l'air d'être assez apprécié. On a quand même toujours une tendance baissière qui est en cours, donc on ne va pas s'en rapprocher et la casser. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus, on est toujours assez baissier. Maintenant, il faut garder ce support ici, enfin ce bottom ici, et garder ce support ici. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Maintenant, est-ce qu'on va rebondir? C'est la question qu'on se pose. Donc là, c'est pareil, hein. Soit on repart directement, continuer à faire comme ça, revenir peut-être toucher, hop, hop, avant de venir casser, d'aller plus loin. Ou alors, on pourrait tout simplement repartir ici, et puis voilà, revenir dans cette zone-là avant de recasser et de repartir. Donc voilà, ce sont pour moi les deux scénarios probables par rapport à celui. Et je voulais finir vite fait sur le global M2, donc tout ça pour donner un petit peu d'opium quand même, mine de rien, même si bon, les altcoins se portent assez mal. Et bien si on compare le global M2, donc c'est la masse monétaire mondiale, tout simplement, où tu vas prendre toutes les économies, que ce soit l'Union Européenne, la Banque du Japon, la Chine, les États-Unis ou encore l'Angleterre, eh bien tu peux voir qu'on est sur une pattern assez identique à 2019, où on avait vraiment ce triangle de compression qui a été cassé, qui a été retest avant d'avoir une grosse impression monétaire. Et actuellement, on est sorti, on a fait le retest et finalement, est-ce que ce retest-là ne serait pas cette correction que nous avons sur BTC, sachant qu'il y a toujours un lag de temps entre le Global M2 et les assets à risque, et notamment Bitcoin. Donc là, on voit que ça commence à repartir depuis janvier. Donc c'est quelque chose qui est très positif. Donc moi, ça me donne envie de penser à ce que le bottom est proche. Est-ce que le bottom est in? Peut-être. En tout cas, le bottom, il a l'air d'être proche. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, on peut aller plus bas.
Mais si on baisse, je pense que ça pourrait être l'une des dernières baisses. Maintenant, s'il faut le bottom est in, et en fait, on se fait du souci pour rien. Et le mois prochain, on sera un peu plus dans le vert en tout cas. En suivant les liquidités, moi, ça me montre, j'ai de plus en plus d'expérience par rapport à ça, que le marché est vraiment dépendant des liquidités et c'est comme un accro à une drogue. Il a besoin de liquidités pour augmenter. Et dès qu'il y aura plus de liquidité, eh bien, on aura un peu plus droit au bonheur. Mais attention tout de même parce que Bitcoin, c'est le leader de ce narratif. Et tous les altcoins autour ont tendance quand même à se faire démonter dans tous les cas, que Bitcoin monte ou que Bitcoin descende. Donc, il faut vraiment bien choisir ces altcoins. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai montré seulement des leaders de narratif. Donc, fais bien tes recherches et tout se passera bien. Donc voilà, on a terminé cette revue de presse pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire des altcoins que tu aimerais que j'analyse pour la semaine prochaine. Ce sera avec plaisir que je ferai tout ça. Et là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va finir cette revue de presse dans le Discord. Donc, si tu veux nous rejoindre, tu as les liens directement en description. Si tu veux te former gratuitement, j'ai fait une formation gratuite que tu peux trouver également en description. Et tu as aussi le QR code qui est affiché en haut à droite. Tu l'as déjà vu. Et enfin, si ça t'a plu, abonne-toi, like. Et je te dis à la semaine prochaine ou en fin de semaine. Ciao, ciao.